L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un sujet un petit peu spécial, une sorte de tradition, un sujet dont je voulais pas me passer encore une fois cette année. Bah ouais, d'habitude, vous le savez, chaque semaine, c'est vous qui choisissez les thèmes de mes sujets via Instagram. Mais là, je me suis un petit peu gardé la primeur, parce que ce concept, j'y tiens, je suis nostalgique un peu. C'est lui qui a lancé la chaîne il y a 8 ans, et j'adore ce petit rituel. Par contre, même si cette vidéo n'a pas été choisie sur Instagram, faut que je vous le dise, faut absolument que vous alliez me suivre là-bas. Ouais, je vous l'ai dit de manière générale, sauf cas exceptionnel, c'est vous qui décidez de la ligne éditoriale de ma chaîne, et ce serait quand même dommage de louper ça. Donc si ce n'est pas encore fait, venez là-bas, venez participer au sondage, et puis pareil, tant qu'à faire, abonnez-vous également ici sur YouTube si vous aimez ce genre de contenu. Comme ça, vous aurez fait la totale, vous aurez toutes mes actus partout, et vous pourrez dormir tranquille. Mais ouais, du coup aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va parler des futures pépites françaises en NBA. La consigne, c'est que je veux vraiment parler des jeunes, de l'avenir, donc j'ai choisi de ne sélectionner que des joueurs nés en 2007 ou après. À chaque fois, je vous dirai ce que je vois en eux, de positif comme d'un peu moins positif, et j'essaierai de transposer ça à la NBA. L'idée, c'est que vous sachiez sur qui garder un œil parmi les tricolores pour les prochaines drafts à venir. Et pour pousser le concept un petit peu plus loin, ces prospects, j'ai décidé de les classer de 6 à 1, en terminant par celui qui, pour moi, a le plus de chances de se construire une belle carrière en NBA dans l'avenir. Alors installez-vous bien, prenez un café, un thé, tout ce que vous voulez, nous on lance ça tout de suite. Donc voilà de retour après le générique, et avant d'entamer le top 6, je vais faire un petit détour parce qu'il y a un gars dont je veux absolument parler. Oui, parmi les prospects français nés en 2007 et après, je tiens à citer Hugo Facora. Il n'est pas dans mon top 6 et peut-être qu'on me le reprochera, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en lui, au contraire. C'est un grand intérieur long qui mesure 2,08 m, qui peut jouer 4 ou 5 et qui est tout à fait capable de jouer face au panier grâce à une bonne mobilité. Et ce genre de profil, on le sait bien, généralement ça plaît pas mal aux scouts NBA. Le souci c'est que même si sur le papier ça fait kiffer, jusque-là, Hugo Facora est en train de suivre une trajectoire qui me fait un petit peu douter. Ces dernières années, c'est un petit peu les montagnes russes pour lui. France, puis situation compliquée en overtime elite avec très peu de minutes, puis retour en N1 et un départ en high school cet été dans la région de New York pour se relancer. Là, actuellement, c'est difficile d'avoir des infos précises à son sujet, et jusque-là, je trouve, son parcours manque de stabilité. Si je le sors du top 6 aujourd'hui, c'est juste pour ça. C'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de gabarit, c'est juste que j'ai besoin de le voir au moins une saison entière dans un contexte propre avant de m'enflammer. Parce que sur le terrain, ses qualités existent. Pour sa taille, il est mobile, il court, il finit bien au cercle, il a du toucher, il peut poser un ou deux dribbles, et même la promesse du tir extérieur est présente. Défensivement, sa longueur peut compter également, sauf qu'aujourd'hui, il est encore fin, il doit se muscler, et surtout montrer de la constance sur une saison entière dans un contexte cohérent. Pour le moment, Facora, c'est un peu un gros pari pour moi, et c'est aussi pour ça que je le sors de mon top 6. C'est un pari qui peut payer très gros, j'en suis certain, mais c'est aussi un pari qui peut apporter trop de doutes pour que je puisse vraiment croire concrètement à lui et pour que je puisse promettre quoi que ce soit. Maintenant, si je le mentionne, c'est pas un hasard, son plafond est hyper haut et son physique intrigue de fou. Mais aujourd'hui, il me manque une saison lisible pour me faire un vrai avis, un cadre clair, des minutes, de la continuité. Parce que même si les GM NBA aiment drafter d'énormes potentiels, ils aiment également avoir quelques certitudes, et pour l'instant, j'en ai pas assez. Quoi qu'il en soit, je garderai quand même un œil sur lui autant que je le peux parce que j'adore son profil. Mais pour l'instant, 6 joueurs français, nés en 2007 et après, attirent encore plus mon regard, et c'est bien d'eux dont je veux parler aujourd'hui. Alors fin de parenthèse, on rentre dans le dur, et on passe aux choses sérieuses, mon top 6. Et là, à la place 6, on démarre avec Aaron Towonancy, même si j'aurais adoré parler de lui plus tard, mais les choses peuvent changer. On parle d'un garçon né en 2009, donc le concernant, on est sur du très long terme. Et le truc, c'est qu'à 16 ans, il a déjà mis un pied dans le monde pro avec Cholet en Betclic Elite, et même sur la scène européenne en Champions League. Par contre, la première chose qui saute aux yeux à son sujet, c'est sa taille, autour d'1m78. Et je vais pas y aller par 4 chemins, c'est à peu près la seule raison pour laquelle je ne le mets pas plus haut dans mon ranking. Par contre, je tiens quand même à le mettre dans mon top, désolé, car undersized ou non, le garçon a un vrai truc. Son jeu, c'est un mélange de rythme et de culot. On parle d'un meneur très shifty qui vit constamment sur les changements de vitesse et de direction. Il se crée des espaces comme un chef déjà, et c'est assez impressionnant à voir. Chez les espoirs, il tourne autour de 13 points et presque 5 passes, avec de l'activité défensive. Avec ça, il a déjà un bon volume à 3 points, même si l'adresse est parfois irrégulière. Et cette saison, face à la Svel en pro, avec son match à 15 points en 17 minutes, il a montré ce qu'il pouvait faire en prenant un coup de chaud. Faire ça à cet âge, ça mérite quoi qu'il arrive de s'attarder au moins un petit peu sur le joueur à ce niveau-là. Et même du point de vue international, son nom circule, et pas seulement juste parce qu'il a fait 2 ou 3 highlights sur les réseaux.
Avec les équipes de France jeunes, il a réussi à obtenir un vrai statut. Lors de l'Euro U16, il a fini meilleur passeur et intercepteur du tournoi, compilant près de 14 points, 7 passes et 4 steals. Donc à l'échelle de l'Europe, contre des joueurs de sa génération, voire un peu plus vieux, on a déjà pu observer qu'il voyait très vite le jeu, qu'il pouvait attirer la défense, fixer et lâcher la balle au bon moment. Pour un joueur de seulement 16 ans, c'est une base hyper solide. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Avec cette taille-là, pour lui, la marge d'erreur pour le futur est faible, très faible. En NBA, si tu fais moins d'1m80, tu dois avoir un truc vraiment spécial, sinon tu te fais cibler. Donc ces chantiers sont simples, prendre de la force pour encaisser les chocs, finir mieux près du cercle et surtout rendre son shoot plus fiable, notamment en pull-up. À côté de ça, même s'il y met de l'énergie, défensivement il devra apprendre à survivre comme il peut, passer à travers les écrans, gêner sans faire faute, contester. Sans ça, il pourrait devenir une cible permanente en NBA. Je répète, mais c'est important, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui je ne mets pas Aaron plus haut dans mon top 6, parce que j'adore ce qu'il fait, il est hyper talentueux. Du coup, c'est pas parce que j'aime pas le joueur, bien au contraire, mais c'est juste parce qu'à cause de sa taille, j'ai peur que le chemin vers la grande ligue soit bien plus compliqué que pour certains autres. Après, vu qu'il est né en 2009, il pourra tenter sa chance à la draft en 2028. D'ici là, il doit prendre du muscle et rendre son tir plus stable. Si tout s'aligne à terme, en NBA, on peut imaginer un meneur moderne de rotation, capable de créer et de scorer. C'est déjà pas mal. Mais la version plus réaliste, c'est sûrement un chemin plus chaotique, et une arrivée en NBA via le second tour, un contrat two-way, ou encore via la G-League. En clair, c'est un pari. Des opportunités, il en aura, mais je trouve ce joueur bien trop excitant dans ce qu'il peut montrer déjà en Betclic Elite pour le mettre à la porte du classement. Par contre, pour la suite, on change complètement de narratif parce que sans transition maintenant, on va parler d'un big man, Jaël Trèfle. Poste 4-5, 2m08, génération 2007, un joueur au physique déjà bien construit, qui court, qui prend des rebonds, qui défend et qui peu à peu essaie d'élargir sa palette en travaillant son tir de loin. Un gabarit comme ça qui montre des qualités de mobilité, forcément ça intrigue. Et ce que j'aime avec lui, c'est que sa trajectoire est hyper lisible, il a franchi les étapes une par une, et sa hype n'est pas due au hasard. Début à Strasbourg avec les U18 Elite, Impact, puis accès au groupe pro peu à peu dès 2024 avec des passages pour le moment anecdotiques mais significatifs à seulement 18 ans. Et le signal fort, c'est le contrat longue durée qu'il a signé en Alsace, ça raconte un plan, le club croit en lui et lui accepte de grandir dans un cadre structuré. Et même si chez les pros pour le moment il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire ses preuves, chez les jeunes par contre il s'est déjà fait un nom. On l'a vu faire de belles choses au Adidas Next Gen, loin de sa bulle française, et en espoir avec la SIG il produit des trucs cool, autour de 13 points et 6 rebonds avec de l'activité défensive et de moins en moins de réticence à prendre sa chance à 3 points. L'adresse n'est pas encore constante mais peu importe, les progrès arrivent et l'intention est déjà là. Maintenant si je le mets en 5 dans mon classement et pas plus haut, c'est parce qu'il y a encore 2-3 choses que j'aimerais voir se développer chez lui. Le premier truc évidemment c'est le tir, il prend des 3 points ok, maintenant il faut qu'il mette dedans plus souvent, et surtout qu'il tente sa chance sans réfléchir, sans ces petites hésitations qu'il montre parfois. La deuxième chose qui me questionne, c'est son poste, tout simplement. Est-ce qu'il va devenir un 5, donc un vrai pivot qui protège le cercle, qui encaisse le contact et qui verrouille le rebond, ou est-ce qu'il est destiné à être un 4, donc un joueur qui doit vraiment écarter le jeu et être un minimum dangereux face au panier? Aujourd'hui, il est entre les deux, et c'est normal à 18 ans, mais tant que ce n'est pas tranché, c'est plus difficile de se projeter sur son avenir NBA. Enfin, je pense que ce serait bien qu'il progresse balle en main, en face-up. Pour l'instant, son impact vient surtout de son activité, de son énergie, de sa défense, de ses qualités au rebond et de ses courses, c'est très bien, mais pour monter à l'étage supérieur, il faudra qu'il ajoute un petit truc en plus encore en attaque, je pense. Par contre, si vous cherchez un prospect qui a déjà de vrais éléments à apporter, le garçon est bel et bien présent. Parce que sa défense, c'est probablement son argument le plus solide à moyen terme. Il est actif, ses mains traînent partout dans les lignes de passe, son timing pour contester est très bon et son moteur ne s'éteint jamais. Ce genre de profil en NBA, ça peut te donner des minutes assez vite si tu es sérieux et si ton corps tient le choc. Du coup, et surtout s'il se destine à occuper le poste 5, il devra encore densifier son corps, même si la base est déjà bonne. Gagner encore en force pour mieux finir au contact, poser de vrais écrans et ne pas se faire bouger sur les duels. Concernant sa future draft, j'avoue, c'est pas facile de faire des prédictions aujourd'hui, mais je vais quand même essayer. Techniquement, comme il est né fin 2007, il est éligible très tôt, donc 2026 est possible sur le papier, mais à mes yeux, le scénario le plus logique, c'est plutôt une inscription en 2027, le temps de stabiliser son rôle, de prouver davantage en pro et de rendre son tir vraiment crédible. Si tout s'aligne, je peux totalement imaginer une zone fin de premier tour pour lui, parce que les GM adorent les grands mobiles qui défendent, mais si je suis honnête pour le moment, on est plutôt sur un profil deuxième tour, two-way contract, avec un futur rôle d'intérieur de rotation énergique en NBA. N'empêche que son dossier paraît plutôt solide déjà aujourd'hui, et sa hype peut encore grimper d'ici sa draft. C'est bien pour ça que cette année il arrive à la 5ème place de mon ranking. Par contre pour la suite, pour enchaîner, je préfère vous prévenir, on parle sur un profil complètement explosif qui directement saute aux yeux.
Cameron Window, il est issu de la génération 2008, il est né en janvier et affiche un profil d'intérieur moderne qui direct attire l'œil des scouts. On l'annonce entre 2m05 et 2m08 et visuellement c'est un joueur long, très dense, très explosif, avec un corps qui semble déjà prêt pour l'impact professionnel. On parle d'un joueur large d'épaules, puissant, qui vit sur l'activité, la verticalité, le rebond et la défense. Puis c'est pas un poste bas old school qui squatte la raquette, non. Ce que j'aime c'est qu'il possède un truc rare à son âge. Quand il rentre sur le terrain, avec son énergie, il impose directement sa présence. Et ce qui est pas mal avec lui, c'est que sa trajectoire directement aussi, elle raconte quelque chose de sérieux. Window, c'est un mec qui à la base a bien fait sa place au Pôle France, un environnement ultra scouté avec des matchs contre des adultes en National 1. Et derrière, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Cette saison, départ en Slovénie, à Ljubljana, au CD Vita, un club qui a l'habitude de lancer les jeunes. Ça pour moi c'est un signal, Window est allé chercher une vraie rampe de lancement professionnel. Et si jamais vous pensez que aujourd'hui si je parle de lui c'est juste en raison de son physique, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'en sélection, le garçon a déjà glané pas mal de jalons. Eurobasket U16 2024, il est MVP du tournoi. Et quand je dis MVP, je dis pas juste il a été bon, je dis meilleur joueur de la compétition. Sur ce tournoi-là, il tourne autour des 14 points et 8 rebonds avec un impact défensif énorme, des interceptions, des contres, une activité constante et une médaille d'or à la fin. Il a ensuite eu un rôle très important encore à l'Euro U18 l'été dernier, où il a aidé la France à remporter la médaille d'argent. Lors de ces tournois, il a prouvé qu'il était un intérieur qui n'avait pas besoin du ballon pour impacter le match. Il protège le cercle, il hustle, il prend des rebonds, il court, il termine les actions, et quand t'as à peine 18 ans, ça suffit déjà à te mettre dans une catégorie à part. Maintenant, même si j'ai clairement envie de m'enflammer le concernant, bien sûr, il a encore des progrès à faire. En attaque aujourd'hui, il est surtout utile dans un système simple. Il court, il se rend disponible, il finit près du cercle, il vit sur l'énergie, les coupes, le rebond offensif, les secondes chances. Le truc, c'est que s'il veut passer un cap, il faudra élargir un peu sa panoplie. Son tir pour l'instant n'est pas assez fiable, et même au lancer, il y a du boulot. Donc la question, c'est un peu la même que pour Jaël Trèfle. Va-t-il devenir un 4 qui peut shooter un minimum, ou alors un 5 mobile, small ball, qui protège la peinture et finit les actions? Et en parallèle, il y a le test ultime pour tous les jeunes intérieurs qui veulent devenir professionnels à haut niveau. La défense tous les soirs, de façon mature, adulte sur les pick and roll. Parce que oui, à haut niveau, tu peux être ultra athlétique et quand même te faire punir si tu lis mal les actions. Ce qui me plaît chez Window, c'est qu'il a déjà des bases défensives qui se voient, timing de contre, main active, mobilité, moteur constant, mais il doit encore gagner en discipline. Les intérieurs jeunes, quand ils sont agressifs, ils font des fautes, ils se précipitent, ils gamble, ils se font prendre par des feintes. Et en NBA, si tu fais ça, tu te fais sanctionner. Donc son plus gros chantier, c'est de canaliser son énergie pour devenir un intérieur vraiment solide. S'il progresse là-dessus, là oui, il peut devenir un profil très recherché dans la grande ligue. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà son début d'intégration pro en Slovénie, il peut commencer à apporter quelques réponses. Au CD Vita, sur la saison 2025-2026, il a déjà obtenu des minutes en Liga et même des apparitions en Eurocup. Alors on ne va pas faire semblant, les stats sont anecdotiques, parce que son rôle est petit jusque-là, avec un temps de jeu très irrégulier. Mais le plus important, c'est ça. À tout juste 18 ans, il est déjà sur le parquet dans un championnat très scouté contre des adultes. Ça, pour un intérieur, c'est une étape énorme, parce que c'est là que tu vois si ton corps tient, si l'intensité est gérable et si tu peux t'imposer au moins par séquence. Cameron Window a un vrai plafond, je trouve, et même un plancher solide. C'est pour ça que je l'intègre dans mon ranking. Son archétype, c'est vraiment celui que la NBA a tendance à vraiment kiffer, un intérieur d'impact explosif et capable de défendre fort. Si son tir progresse et s'il devient plus mature, plus fiable dans ses lectures des deux côtés du terrain, on peut rêver d'un vrai premier tour en 2027. Tout dépendra de son adaptation chez les pros en Slovénie et de sa progression au tir. En gros, Window, c'est un energizer, le genre de mec qui peut changer le cours d'un match sans forcément avoir à mettre 25 points. Franchement, c'est typiquement le genre de truc qui peut finir par te mettre dans une rotation NBA si tu arrives à confirmer sur la durée. Mais bon, maintenant, on respire, on oublie temporairement les intérieurs et on passe sur un profil extérieur, un vrai, avec du shoot. Adam Atamna, c'est un arrière français né en décembre 2007, listé autour d'1m95 et formé à l'Asvel. Ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est qu'il n'est déjà plus dans la case des espoirs. Il a déjà mis les pieds dans la vraie lumière du monde professionnel, avec du temps de jeu en Betclic Elite, des apparitions en Euroleague et surtout déjà quelques matchs références. Là, on est vraiment sur un dossier qui laisse penser qu'une porte NBA rapidement peut s'ouvrir de façon envisageable. Puis son parcours est significatif, il a bougé, il s'est adapté et il a vite cherché à jouer contre des adultes. Puis avec son père, ancien professionnel, il y a une vraie culture familiale autour de la balle orange, ça se sent direct dans sa compréhension du jeu. Mine de rien, quand tu baignes dans le basket depuis tout petit, ça aide. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a jamais tenté de brûler les étapes, voulant apparemment se forger un parcours cohérent, et je trouve ça intéressant. Lors de la saison 2024-2025, alors que jusque-là il s'était surtout confronté à d'autres espoirs, l'Asvel le prête en National 1 à Lyonceau. Et ça c'est important pour comprendre pourquoi je le mets aussi haut. Tu sors du cocon, tu vas te frotter à des adultes et à des défenses bien plus physiques. Et lui dans ce contexte, il n'a pas juste survécu, il a planté une dizaine de points par match avec de très grosses soirées. Et il a terminé sa saison avec le label de meilleur jeune de N1. En gros, il a été envoyé là-bas pour apprendre et il est revenu avec une vraie récompense dans la poche. Ça pour moi, c'est la preuve qu'il est un prospect crédible, qui a gagné ses minutes sans avoir à les réclamer, il les a méritées.
Derrière, sans surprise, l'Asvel le verrouille. Fin mai 2025, il signe son premier contrat pro sur plusieurs saisons, un signal très concret. Le club le voit tous les jours et il se dit « Ok, on le garde, on le développe et on l'intègre ». Surtout que juste avant, il y a eu ce truc avec l'équipe de France U18. Il démarre très fort avec 18 points contre la Suède, puis dès le match suivant, il se blesse et ne finit pas le tournoi. On sent qu'il l'a mal vécu, un goût d'inachevé, mais c'est pas grave, ça forge son mental. Et oui, vous le savez, souvent, un joueur frustré, ça revient juste après la blessure avec le couteau entre les dents. Et cette saison, en Betclic Elite, il est en train de montrer au monde entier quel joueur il est. 19 octobre 2025, Asvel Monaco, gros match, grosse exposition, et Atamna claque 24 points. Pas contre une équipe tranquille, contre Monaco, une référence en Euroleague. Et même si l'Asvel perd ce soir-là, le vrai message, il est là. Est-ce que ce gamin peut marquer quand l'intensité est au max, quand la salle est bouillante, quand en face ce sont des adultes solides, organisés? La réponse est oui, et quand on voit qu'un peu plus tard, il a réitéré avec 24 points à nouveau contre le Portel, difficile d'argumenter le contraire à ce jour. En fait, c'est surtout grâce à ses super perfs là en Betclic Elite que je le mets sur le podium du jour. Et puis parce que son profil NBA est assez clair aussi, la première porte d'entrée c'est le tir. Atamna c'est un arrière hyper confiant qui peut sanctionner sans problème en catch and shoot, même si c'est contesté. Et ce que je kiffe c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir la balle pendant 15 secondes pour exister. Il sait se déplacer, trouver ses spots et se rendre disponible. Sans être le créateur principal, il peut tout de même avoir une vraie valeur en faisant vivre l'attaque sans avoir à monopoliser la gonfle. Dans ce rôle de spot-up shooter, il est vraiment en train de s'épanouir avec l'Asvel. Mais je vais être honnête, si je ne le mets pas encore plus haut malgré tout le bien que j'ai à dire sur lui, c'est qu'il devra aussi répondre à 2-3 doutes. Déjà, je me demande s'il aura assez de qualité athlétique pour la NBA et pour créer la séparation face à des défenseurs élites. En Europe, tu peux survivre avec du QI basket et de bon timing. En NBA, si tu ne mets pas un minimum de pression au cercle, on s'adapte, on défend haut et on te sort de tes spots. J'aimerais qu'il progresse un poil sur son dribble, donc pour attaquer plus souvent les close-out et finir au cercle. Et à côté de ça, il y a aussi la défense. 1m95 c'est correct, mais Atamna doit gagner en solidité sur les contacts. Parce qu'en NBA, c'est simple, si tu défends mal, tu ne joues pas, point barre. Par contre, je crois en lui, et si à terme il arrive à devenir un vrai 3&D, son chemin est tout tracé. Et donc pourquoi je reste optimiste? Parce que quand t'es à droit, généralement tu l'es dans toutes les ligues, il l'a déjà prouvé. Des cartons en espoir, une saison d'adulte en N1, des minutes en Betclic Elite et même quelques coups de chaud. S'il se présente à la draft 2026, je pense qu'il peut être choisi en fin de premier tour ou au début du deuxième. Ça dépendra surtout de sa régularité au tir et de sa défense. Et s'il suit ce parcours, le plafond, si on se met à rêver un peu, il peut être super cool. Dans un scénario où tous les astres s'alignent comme il faut, je peux l'imaginer devenir un vrai garde de rotation en NBA, qui devient plus qu'un spécialiste, un mec qui crée du spacing, qui peut scorer sur des runs et qui ne se fait pas sortir du terrain parce qu'il est au moins sérieux en défense. Le plafond, ce serait même d'obtenir un rôle de starter-shooter à côté d'un gros créateur, le genre de profil qui punit dès que tu aides trop. Mais si je reste sur la projection la plus réaliste, à l'instant où on se parle, je le vois surtout comme un pari qui devra gagner ses minutes par le tir en début de carrière, puis qui ensuite verrouillera ou non sa place par la défense. Rien n'est acquis donc pour Atamna à ce jour, mais j'ai quand même suffisamment de certitude le concernant pour le mettre en numéro 3 de mon ranking. Et du coup, logique, en numéro 2 maintenant, on va ouvrir un dossier que je trouve encore plus solide, avec un vrai socle. Ouais, Nathan Soliman, c'est typiquement le genre de prospect qui explique pourquoi la filière française est aussi scrutée aujourd'hui. On parle d'un joueur né en mai 2009, donc très jeune, mais qui a déjà une avance assez dingue en termes de maturité, de production et de visibilité internationale. Un grand autour de 2m04, près de 95 kg, une envergure qui dépasse largement les 2m15 et surtout un profil très clair. Un ailier moderne entre le poste 3 et le poste 4, capable d'impacter sans être un monstre athlétique brut. Rien que ça, pour un scout NBA, c'est déjà un dossier qui vaut le détour. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec Soliman, c'est que son jeu est déjà bien poli malgré son âge. Sa production ne vient pas d'un seul registre, il peut marquer près du cercle ou à mi-distance et il tente déjà régulièrement sa chance de loin. L'adresse n'est pas encore tous les soirs au rendez-vous, mais peu importe, j'apprécie qu'il prenne ses responsabilités sans se cacher, surtout qu'à côté de ça, il pénètre, c'est sa marque de fabrique, il accepte le contact, provoque des fautes et est tout à fait capable d'attaquer le cercle. Et ça, il le fait quel que soit le niveau, quel que soit l'âge de ses adversaires. En sélection nationale jeune, par exemple, Nathan Soliman a déjà laissé des traces très nettes. À l'Eurobasket U16, il sort un tournoi monstrueux, autour de 20 points et dire bon par match, avec des interceptions, des contres et une vraie domination physique et technique face à sa catégorie d'âge. Il finit dans le meilleur 5 du tournoi et est déjà identifié comme l'un des meilleurs prospects du vieux continent. Et derrière, il continue en se montrant un peu partout, comme lors des showcases de la NBA Academy ou des tournois Adidas Next Gen. Clairement, en à peine quelques années, Soliman a réussi à gagner une vraie réputation à l'international et c'est pas rien. Puis tout ça, c'est pas un hasard, c'est avant tout parce que son jeu semble tout à fait pouvoir s'adapter et se transposer à la NBA. Offensivement, c'est un forward hyper skillé, mais aussi très intelligent. Il lit le jeu, il fait la passe juste, il peut initier les actions, il punit les mismatchs et il sait jouer sans le ballon. Pour un joueur de ce gabarit, voir le jeu comme ça, c'est précieux. Puis défensivement, c'est la même, il y a des signaux très clairs. Sa longueur lui permet de couper les lignes de passe, d'intercepter, de gêner sans forcément contrer comme un fou. À terme, on peut projeter un défenseur capable de tenir plusieurs postes et de switcher à peu près partout.
Par contre, s'il n'est pas numéro 1 aujourd'hui, c'est que là encore, j'ai 2-3 points d'interrogation concernant son développement. Ouais, Soliman n'est pas un joueur aussi explosif que ce qu'on pourrait le penser au premier abord. Il ne va pas sauter plus haut que tout le monde ou battre son défenseur sur le premier pas à chaque action. En NBA, ça veut dire qu'il devra compenser par le timing, le QI, le tir. Il peut le faire, mais pour ça, il devra mettre dedans de loin plus souvent. Pour devenir un ailier NBA référencé, il faudra qu'il trouve plus de constance. Tout ça, c'est avant tout une question de développement, de travail, mais aussi de rigueur et de discipline. Et parfois, ça peut aussi se ressentir en défense. À haut niveau, il faudra apprendre quand prendre un risque et quand plutôt tenir sa position. Ceci dit, ce que j'adore dans son dossier, c'est qu'il a à la fois un plafond super hypant, mais aussi un plancher hyper haut. Je le vois mal nous décevoir à l'avenir. Parce que même si tout n'explose pas, même si le tir devient juste correct et pas élite, même si les qualités athlétiques ne deviennent pas exceptionnelles, Soliman a déjà des fondations très solides. Taille, QI, polyvalence, production contre des adultes, expérience internationale. Ça, ce sont des choses qui lui appartiennent et qui ne disparaîtront pas. Disons les termes, son risque d'énorme flop pour moi est bien plus faible que pour beaucoup d'autres prospects. Et si on essaye de prédire le futur, sa timeline prévue est assez claire. A priori, c'est en 2028 qu'il se présentera à la draft, et ce qui est fou, c'est qu'il apparaît déjà dans certaines projections très anticipées de cette QV. Alors attention, les mocks à 3 ans, ça bouge tout le temps, mais le simple fait qu'il soit déjà là, ça veut dire qu'il est identifié comme un vrai candidat au premier tour. Si tout s'aligne parfaitement, on peut l'imaginer devenir un lottery pick, voire même un top 10 dans un scénario optimiste. En tout cas, avec son profil qui d'office va plaire au GM, un premier tour lui tend les bras. Et si on imagine ce qu'il pourrait faire en NBA dans le futur, je pense que j'ai déjà quelques pistes. Son plafond, c'est celui d'un starter à long terme sur les postes 3 et 4, un joueur qui ne sera peut-être jamais la première option, mais qui pourrait rendre une équipe meilleure parce qu'il sait tout faire correctement. Le genre de gars que les coachs adorent, même si je suis plus pessimiste, je l'imagine au moins comme un joueur de rotation majeur, un 6e ou 7e homme qui joue 25 minutes par soir et qui pourrait se construire une carrière en NBA solide. Du coup, je pense qu'avec tous ces éléments, vous captez pourquoi je le mets si haut dans mon classement du jour. Par contre, vous comprenez le principe, si je ne le mets pas top 1, c'est qu'aujourd'hui, il y a un joueur pour lequel je suis encore plus optimiste concernant la suite de sa carrière. Et oui, je vais parler d'Hugo Yimga Mukuri, mon top prospect du jour, un ailier né en 2008 qui mesure 2,05 m et qui a déjà un vrai rôle dans une équipe professionnelle. Il cumule taille, puissance, vitesse, et même sans être une première option, il peut déjà impacter sur un match en Betclic Elite. Le mec a suivi toutes les étapes classiques, du pôle espoir en passant par les équipes jeunes jusqu'au plus haut niveau du championnat français. Et si je le mets au sommet de mon ranking aujourd'hui, c'est que je crois en lui, on parle d'un joueur qui ne triche pas. Hugo Yimga Mukuri a été remarqué très tôt. Très vite, il a fréquenté des environnements compétitifs où il a eu l'habitude d'être scouté ou de jouer contre des adultes en N1. Mais au final, c'est vraiment l'été dernier, lorsqu'il a signé un contrat pro avec Nanterre, qu'il a passé un cap. Dans le club qui a formé Wemby et tout plein d'autres jeunes, on lui promettait des responsabilités et lui était prêt à les saisir. C'est vraiment à partir de là, je trouve, qu'il a réussi à se construire un dossier super sérieux. Et si certains pensaient qu'à Nanterre, il commencerait sa carrière en bout de banc, ils se sont bien plantés. Non, direct, il est rentré dans la rotation et son rôle, il est facile à comprendre. Tu lui demandes d'amener de l'énergie, d'être agressif en défense, de courir, de mettre de la pression sur le cercle, de punir les close-out et surtout de choper des points gratuits, en transition, sur des coupes, sur des rebonds offensifs. Même quand il ne met pas 15 points, il laisse une trace sur le match, parce qu'il joue au-dessus du cercle et que physiquement, même face à des vieux briscards, il ne se cache jamais. Ceci dit, le plus parlant, c'est quand, avec tout ça, on a un match référence, une grosse performance qui sert de repère. Et il y en a un qui résume bien le personnage. Fin décembre, sur le parquet de Nancy, il sort un match à 16 points et 6 rebonds avec ce tir extérieur qui tombe au bon moment et cette présence athlétique qui saute aux yeux. Ce n'est pas juste il a mis des paniers, c'est la manière. Il court, il finit fort, il encaisse, il joue avec une intensité de mec qui veut gagner et mériter sa place. Et 3 jours après, contre Paris, rebelote, le même genre de match. 16 points et 6 rebonds, comme pour prouver que l'exploit qu'il avait réalisé n'avait rien d'un hasard. Ce genre de perf pour les 2008, ce n'est pas juste prometteur. Pour les adultes qui l'affrontent, c'en est même presque gênant de se faire ridiculiser de la sorte. Ses stats en Betclic Elite, autour de 7 points et 3 rebonds dans un rôle de rotation, ne veulent pas dire grand chose. Son rôle n'est pas d'être une star du scoring ou une option 1. Lui, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un impact immédiat quand il rentre sur le parquet, tout en apprenant un basket d'adulte, et il y arrive très bien. Sa montée en puissance du mois de décembre est d'ailleurs là pour prouver qu'il apprend et se développe à une vitesse folle. Et le vrai kiff avec lui, c'est que c'est hyper facile de l'imaginer reproduire son jeu au niveau NBA. En attaque, sa qualité numéro 1, c'est la vitesse vers le cercle. Quand il a de l'élan, il est ultra dangereux. Il attaque en ligne droite, il finit au contact, il peut conclure spectaculairement au-dessus du panier, et surtout, il score sans avoir besoin de trop porter la balle. Il coupe bien, il sent les espaces, il punit quand la défense regarde ailleurs. Ça, c'est précieux pour la NBA. Dans une ligue où tu joues souvent autour d'une star, ce type d'instinct sans ballon, ça te fait gagner rapidement un vrai rôle dans une rotation. Surtout que ce qu'il montre de l'autre côté du terrain est peut-être encore plus hypant.
Défensivement, il combine le corps et le moteur, il peut mettre une grosse pression sur le porteur, courir, contester et même switcher sur plusieurs postes selon qui est en face. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il est élite en défense, mais toutes les bases sont là pour le devenir un jour. Intensité, activité et cette capacité à ne pas subir physiquement, même face à des adultes. Bon là, j'en suis conscient, je le vends hyper bien, Hugo Yimga Mukuri, et j'ai de bonnes raisons de le faire. Mais je vais être carré et forcément à 17 ans, il y a encore des domaines dans lesquels il devra progresser. Le gros chantier pour moi c'est le tir extérieur et son futur pourrait pas mal dépendre de ça. S'il devient un shooter fiable, il va carrément changer de dimension. Même en restant irrégulier, il peut trouver une place en NBA par son activité. Mais si avec ça tu lui mets un vrai shoot tout en ajoutant un peu de maturité et de discipline, sky is the limit pour le prospect de Nanterre, vraiment. Franchement, je pensais pas qu'il réussirait à s'imposer si vite en Betclic Elite, et pourtant, aujourd'hui, tout le monde parle de lui dans le championnat français. Si tout se passe comme prévu, il se présentera à la draft en 2027 et aura de vrais arguments pour être choisi dans la loterie, ou pas loin. Quand tu combines taille, qualité athlétique, moteur et impact des deux côtés du terrain, évidemment, tu fais baver les scouts. C'est pour ça qu'à terme, si son tir se perfectionne, je peux imaginer Hugo Yimga Mukuri comme un futur starter solide en NBA. Peut-être pas dès le début, bien sûr, mais clairement, il est le genre de profil en mesure de gagner et mériter ses minutes. C'est bien pour ça que je lui donne la première place de mon classement du jour. En gros, s'il garde cette intensité défensive et qu'il commence à mettre dedans à 3 points, il peut vraiment devenir le 3&D que tous les coachs aiment en NBA. Mais vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Parmi les 6 joueurs, voire même 7 que j'ai cités, lequel vous imaginez avoir la plus grosse carrière à terme dans la Grande Ligue? Puis pareil, dites-moi, est-ce qu'il y a des joueurs nés en 2007 ou après que j'ai oublié dans le classement que j'ai fait aujourd'hui? Donnez-moi leur nom en commentaire, je serais ravi de les découvrir et de me renseigner à leur sujet si ce n'est pas déjà fait. Après, important, si vous voulez aider cette vidéo à exploser l'algorithme YouTube, boostez-la avec la nouvelle fonctionnalité. Ça prend 2 secondes et ça m'aide de ouf la mif. Puis pareil, en ce moment, en NBA, à l'approche des playoffs, on arrive dans la période que je préfère, alors si vous voulez rien manquer, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et moi, je vous retrouve tout de suite dans la section commentaires pour débattre de la vidéo du jour.